tout d'abord, quand on pense risque et ESV, on peut avoir rapidement et facilement cette idée en tête que ça peut dégénérer en trouble du rythme soutenu et bien sûr une mort subite. Et c'est ce qui peut un peu stresser tout praticien, donc dès qu'on voit une extrasystole sur un enregistrement ECG. Alors, pour se détendre avec ça, bien sûr, il y a des critères péjoratifs qu'on va identifier d'emblée. Tout d'abord, en fait, c'est simplement la clinique. Un patient qui vient d'avoir un événement clinique tel qu'une syncope typique, clairement, lui, il va falloir s'agiter. Et puis après, on va pouvoir regarder un petit peu la morphologie de cette extrasystole sur l'électrocardiogramme, et notamment ce phénomène de couplage court, c'est-à-dire une extrasystole qui va survenir rapidement dans la repolarisation des ventricules, qui aura plus tendance à dégénérer. Et souvent, ces extrasystoles sont aussi associées à des TVNS un peu rapides, monomorphes ou polymorphes. Et donc, c'est ces patients qui sont à risque urgent, vital de faire un arrêt cardiaque. Et donc, dans ces patients, si on a ça n'importe où, que ce soit en cabinet ou chez nous, on s'agite, on le réfère vers un centre spécialisé et puis pour une prise en charge rythmologique urgente. Au passage, ces ESV à couplage court, un couplage court, souvent c'est déterminé par une extrasystole qui survient dans les 300 millisecondes qui suivent l'onde R précédente. Et ces extrasystoles à couplage court, elles viennent volontiers des fibres de Purkinje. Et donc il y a un modèle presque expérimental assez facile qu'on a souvent ici. C'est dans le cadre d'ischémie myocardique. En fait, dans les syndromes coronaires aigus, on a souvent ces manifestations d'ESV à couplage très précoces. Et donc, c'est des cas d'orage rythmique qu'on a assez fréquemment dans le bâtiment, dans des patients qui ont des cardiopathies ischémiques avec des phases aiguës, où parfois on a des revascularisations un petit peu tardives et donc des souffrances de ces fibres du Purkinje qui donnent des orages rythmiques. Orages rythmiques, c'est-à-dire que c'est des épisodes de TV ou FV soutenus qui sont répétés à raison de plus de 3 par 24 heures et qui sont les urgences rythmologiques. Donc ces patients-là, SAMU, Institut de cardiologie et prise en charge spécialisée en rythmologie, voire en réanimation. Après, une fois qu'on est sorti de ce contexte un petit peu cataclysmique, on peut se poser quels sont les risques en fait sur les extrasystoles, puisqu'on vient de dire qu'effectivement même les TVNS ne rentrent pas dans les risques de mort subite là, que Estelle vient de nous présenter. Donc en gros, moi j'ai déterminé 3 types de risques. Tout d'abord, le risque des extrasystoles, finalement, c'est le risque de la découverte d'une cardiopathie sous-jacente. Et donc, on va finalement mener un travail d'investigation en fonction de l'extrasystole qu'on a pour savoir s'il y a une cardiopathie structurelle en dessous, et puis après, faire notre stratification du risque, comme on l'a vu ici pour les CMD. Ensuite, il y a effectivement le risque de mort subite, donc spécifique à certains points en fonction du bilan qu'on aura, et donc c'est ça le risque principal, mais aussi le risque de développer des cardiopathies rythmiques. Donc ça, c'est pour les extrasystoles qui sont fréquentes. Quand on a une charge en extrasystole ventriculaire qui est importante, le patient peut présenter une altération de sa FEVG. On y reviendra. Et donc, pour venir cerner l'ensemble de ces risques, il va y avoir un bilan exhaustif qui va devoir être réalisé, qui pourra être initié largement en ville, puis référé pour une conclusion dans les centres de rythmologie. Et donc, ce bilan, c'est le bilan un peu classique de cardiologie, avec bien sûr, sur le plan électrique, un électrocardiogramme, un Holter ECG au moins de 24 heures. Le test d'effort est important pour venir voir s'il y a des ESV d'effort, puisque celles-ci sont plus souvent associées à une cardiopathie sous-jacente. Et sur le plan morphologique, bien sûr, caractériser une éventuelle cardiopathie structurelle avec une échographie cardiaque et aller volontiers plus loin avec la réalisation d'une IRM cardiaque pour le diagnostic étiologique, mais également la recherche de cette fibrose et de ce rehaussement tardif à l'IRM que Estelle évoquait pour les CMD. Alors, on sait que le risque des extrasystoles quand il y a une cardiopathie sous-jacente, c'est qu'il y a une mortalité qui est bien plus élevée.
Ça, on le connaît depuis plus de 30 ans. Ici, les résultats de données de cardiopathie ischémique, où on voyait que les patients qui avaient ne serait-ce que plus de 10 ESV par heure avaient un pronostic plus sombre que ceux qui n'avaient pas d'extrasystole. Et ceux qui avaient des extrasystoles complexes, donc extrasystole complexe, c'est extrasystole polymorphe ou salve de TVNS. Les TVNS, c'est à partir de 3 complexes. Ces patients avaient un pronostic plus sombre. Donc clairement, en termes de mortalité, la mortalité est augmentée quand les patients ont plus d'extrasystole, plus de manifestations rythmiques. Et donc, pour aller rechercher les cardiopathies sous-jacentes, il faut rapidement raisonner sur la morphologie de l'extrasystole en 12 dérivations, parce que c'est ça la clé de notre investigation. Basiquement, on aura des ESV de retard droit ou de retard gauche en fonction de l'origine du ventricule droit ou du ventricule gauche. Et ça pourra nous permettre de dérouler nos méthodes d'investigation pour la recherche d'une cardiopathie sous-jacente. Et donc orienter notre bilan complet. Et je vous ai mis ce petit diagramme que j'aime beaucoup des dernières recommandations là, sur la prise en charge des morts subites, qui montre en fonction des cardiopathies et canalopathies la présentation des arythmies ventriculaires et les triggers. Donc, par exemple, ici, on voit que pour les TV catécholergiques, alors ce n'est pas l'entité la plus fréquente qu'on met d'emblée, mais ça concerne des gens jeunes, c'est pour ça, ces TV catécholergiques surviennent plus volontiers à l'effort et le pic d'incidence pour les hommes ou les femmes est égal, c'est souvent entre 10 et 20 ans, et ces patients peuvent présenter aussi bien, présentent souvent exclusivement des TV polymorphes. Si on s'intéresse au syndrome coronaire aigu, on voit que l'incidence pour les hommes et pour les femmes survient plus tardivement pour ce qui concerne les arythmies ventriculaires et les morts subites. Et on voit que dans les syndromes coronaires aigus, encore une fois, on a des TV polymorphes plutôt que des TV monomorphes. Si on regarde d'autres maladies qu'on prend en charge un petit peu plus souvent en rythmologie, qui est notre dada ici, qui sont les arythmies, les cardiopathies, les dysplasies du ventricule droit rythmogène, on voit qu'il y a un trigger génétique et à l'effort et que ces patients font plutôt des TV monomorphes. Donc avec ce diagramme, je trouve qu'on peut facilement retrouver un petit peu la probabilité d'événements en fonction de la cardiopathie et en fonction de la survenue des événements rythmiques pour orienter notre diagnostic. En tout cas, nous, on l'a en tête pour pouvoir faire notre raisonnement sur le risque d'un patient qu'on prend en charge pour ces ESV. Et alors, dans ces mêmes recommandations, il y a plusieurs scénarios là, pour la prise en charge du risque rythmique, notamment le scénario de la découverte alors non pas d'ESV, mais de TVNS. Et donc, ça reprend rapidement ce que je viens de vous dire, avec tout d'abord une évaluation en urgence sur le risque vital immédiat, donc la présence d'une syncope, de TVNS rapide, éventuellement polymorphe, et ou d'extrasystole à couplage court. Pour ces patients-là, il faudra considérer une admission rapidement. Sinon, on s'oriente sur un bilan ambulatoire. Le bilan va aussi devoir déterminer la présence d'ESV idiopathiques, puisque là, je vous parle de bilan pour la recherche de cardiopathie structurelle, mais dans les ESV, bien sûr, il y a un grand lot de patients qui ont des ESV idiopathiques, c'est-à-dire avec un cœur structurellement sain, et ces ESV idiopathiques viennent volontiers de la région des gros troncs cardiaques, et je vous les remontrerai juste après. Parce qu'il y a des aspects morphologiques sur l'ECG qui sont très évocateurs et dont il faut connaître les grandes lignes. Et donc, en fonction de ce bilan, on va stratifier notre risque et aboutir au traitement de la mort subite. Le seul traitement bénéfique pour prévenir la mort subite aujourd'hui, c'est le défibrillateur implantable. Et donc là, je reviens rapidement sur les indications d'implantation que Estelle vous a montrées, avec au passage les cardiopathies ischémiques avec la FEVG en dessous de 35%. Et donc vous voyez que les deux critères principaux de ces recommandations restent la FEVG et le stade NYHA. Alors,
Quand on va plus loin dans nos niches là, que Estelle évoquait, le colloquium, c'est aussi basé sur le risque. Il y a tout un tas de calculateurs de score de risque pour la dysplasie, pour les CMH, les MNA. Et donc, tous ces calculateurs de risque nous permettent de stratifier le risque, souvent avec un risque élevé pour lequel on va implanter le défibrillateur, un risque faible pour lequel on va pouvoir conclure à pas de défibrillateur implanté, et puis souvent des zones grises où là viennent en considération tous les autres paramètres, notamment les données d'IRM, de TVNS sur le Holter, etc. Alors, les ESV sur cœur sain, sur cœur structurellement sain, dans les recommandations, il est indiqué en recommandation de classe 2A d'aller jusqu'à l'IRM, parce que c'est vrai qu'on peut souvent conclure à des extrasystoles idiopathiques bénignes quand on voit ce type de morphologie, un patient qui va bien, des ESV de retard gauche avec un axe inférieur positif en D2, D3, ça vient de l'infundibulum pulmonaire, c'est la localisation la plus fréquente des ESV bénignes. On pourrait rapidement conclure à un cœur sain. Néanmoins, il faut aller jusqu'à l'IRM pour rechercher, notamment pour ce type de patient, éliminer une dysplasie du ventricule droit arythmogène. Et alors, ces ESV sur cœur sain sont-ils bénignes ? Il faut bien parler d'ESV idiopathique et pas forcément d'ESV bénignes. Il y a des données très contradictoires, notamment lorsqu'elles sont très fréquentes. Notamment cette méta-analyse là, de Atakle qui montrait que sur plusieurs dizaines de milliers de patients, l'analyse poolée d'études montrait une mortalité subique avec un risque relatif de 2,6 pour les patients qui présentaient des ESV fréquentes. Alors, la définition de ESV fréquente était très variable d'une étude à l'autre et ça pouvait même simplement représenter la présence d'une extrasystole sur un ECG 12 dérivations chopé à n'importe quel moment. Donc la définition était assez large et pas seulement une charge en ESV sur un Holter comme on le verra après. A l'inverse, on a des données contradictoires qui montrent que des ESV fréquentes sur cœur structurellement sain peuvent être de pronostics strictement superposables à la population générale et donc vraiment bénis. Donc le débat reste ouvert et il faut stratifier un peu mieux. Alors je vous parlais de la localisation de ces ESV idiopathiques. Ça, c'est un petit schéma que j'aime beaucoup comme rythmologue, mais bien sûr, ça vous fait mal peut-être au crâne, la storcie. Néanmoins, donc ça, c'est pour voir, en fait, en fonction de la morphologie 12D, d'où viennent les ESV idiopathiques. Alors, nous, on s'intéresse beaucoup à ça parce qu'on va volontiers ablater ces extrasystoles et on aime bien prédire à l'avance par où on va passer pour venir traiter nos patients. Ce qu'il faut retenir basiquement, c'est que, en gros, 80% des extrasystoles idiopathiques viennent de l'infundibulum pulmonaire et c'est celle que je vous ai montrée avant. Après, ça devient un petit peu plus complexe et le message, c'est que nous, pour pouvoir répondre à une question d'où ça vient, il nous faut un ECG en 12 dérivations. Ça peut paraître trivial, mais on ne l'a pas tout le temps. Alors, le risque de cardiopathie rythmique. La cardiopathie rythmique, c'est très important et c'est une question qu'on se pose souvent. C'est défini tout d'abord par une FEVG en dessous de 50%, en l'absence de cardiopathie structurelle retrouvée sur le bilan. Et surtout, on a le diagnostic après le traitement efficace des ESV, puisqu'il doit y avoir une amélioration de la FEVG de 15% après le traitement efficace des extrasystoles ventriculaires. Et donc, pour développer une cardiopathie rythmique, il y a un facteur de risque indépendant qui est très fort, c'est la charge en ESV sur les Holters de 24 heures. Donc il faut faire ces Holters de 24 heures et un seuil de plus de 10% d'ESV par 24 heures est fortement associé au risque de survenue de cardiopathie rythmique. Alors tous ces patients sont d'ailleurs rarement symptomatiques en termes de palpitations et donc il est recommandé fortement de les suivre quand ils sont asymptomatiques et donc le suivi se fait sur le contrôle régulier de l'écho et du Holter annuel où on quantifie cette charge en extrasystole et on surveille la FEVG dès lors que les patients ont plus de 10% de SV et s'ils sont asymptomatiques. Au passage, s'ils sont symptomatiques, il faudra bien sûr considérer un traitement antiarythmique médicamenteux et considérer avec eux aussi une ablation par cathéter en fonction des risques potentiels de la procédure. D'autre part, quand on a une charge en extrasystole plus importante, notamment plus de 20%,
là, le niveau de risque de développer une cardiopathie rythmique est beaucoup plus élevé. Le suivi reste toujours commandé, mais dans les dernières recommandations, il est évoqué de proposer en niveau de classe 2B une ablation par cathéter, même si le patient est asymptomatique, pour éviter d'en arriver à cette cardiopathie rythmique. Et donc, en revanche, quand on décèle une altération de la FEVG avec cette charge en ESV à plus de 10%, là, il faut aller proposer une ablation par cathéter au patient pour traiter radicalement ces extrasystoles et donc permettre de restaurer une FEVG normale. Les antiarythmiques, les médicaments antiarythmiques ont un niveau de preuve un petit peu plus faible. Un petit mot sur l'IRM, et on s'approche de la fin. Le rehaussement tardif, l'IRM est capital pour le bilan des cardiopathies structurelles, stratifier le risque notamment avec la présence de fibrose, mais aussi dans ces ESV sur cœur structurellement sain. Et là, il y a une étude assez récente qui s'intéressait au risque rythmique des ESV dites idiopathiques, où on décelait un petit peu de fibrose sur l'IRM. Et donc ces patients, sur près de 300 patients qui avaient une charge en ESV importante, 20% d'ESV, qui était référée pour une ablation par cathéter, on faisait une IRM cardiaque. Et sur les patients qui avaient finalement une présence de fibrose à l'IRM cardiaque, on allait faire une stimulation ventriculaire programmée dans le cadre de l'ablation à ces patients qui avaient été référés pour les ablations. Et donc, parmi les patients qui avaient de la fibrose avec des tachycardies ventriculaires inductibles, le pronostic était assez péjoratif puisque tous ces patients étaient ensuite implantés d'un défibrillateur en termes de protection et de suivi. Et parmi ces patients, alors il n'y en avait que 7, on voit dans le suivi qu'il y a des recrudescences de TV soutenues. Donc ça vient remettre un petit peu en balance le débat. Ces ESV idiopathiques sont-elles bénignes ou pas? Clairement ici, la présence de rehaussement tardif avec une SVP positive était associée à un risque important de récidive de tachycardie au décours dans le suivi. Alors pour conclure, que retenir sur les ESV et leurs risques? Tout d'abord, évaluer le critère de gravité en urgence, c'est-à-dire la présence de syncope, de tachycardie ventriculaire non soutenue, la morphologie et notamment ces caractéristiques de ESV à couplage court. Ensuite, faire un bilan complet morphologique à la recherche d'une cardiopathie structurelle et de fibrose par le rehaussement tardif à l'IRM. Tout ça va nous permettre d'évaluer le risque de mort subite et de proposer le traitement adapté, c'est-à-dire l'implantation d'un défibrillateur. Et ensuite, évaluer la charge en ESV quand on est dans le cadre d'ESV idiopathique et donc surveiller cette charge en ESV et la FEVG pour surveiller et traiter ce risque de cardiopathie rythmique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Question pour Nicolas? Oui, allez-y. Alors, en fait, généralement, on a 80 à 100 000 battements par 24 heures. Et donc, on peut la rapporter en pourcentage. Mais c'est vrai que il y a plusieurs séries qui montrent ça. Mais en gros, c'est plus de 10 000 ESV par 24 heures. Alors, je vous ai pas je vous ai précisé, il faut faire une écho, un Holter régulièrement. Il y a plusieurs papiers qui montrent aussi que spontanément, il y a des recrudescences et des disparitions de ces hyperexcitabilités très importantes. Donc parfois, on aboutit à des charges qui s'effondrent totalement. Mais effectivement, corrélation pourcentage ou nombre, c'est assez facile. D'autres questions? On pourra continuer auprès du buffet. Donc, merci Nicolas, merci à tous. Pour mémoire, le 13 juin, c'est la grande journée du cœur. Et puis le 12 septembre, c'est le prochain colloquium avec Jean-Philippe.